Nous allons voir lors de ce chapitre l'histologie du tissu osseux. Nous allons commencer par quelques généralités, puis nous verrons les différents constituants du tissu osseux, leur classification, les enveloppes qui sont associées au tissu osseux, l'histogénèse du tissu osseux, sa formation, sa résorption, quelques pathologies et effets hormonaux et nutritionnels, et nous terminerons par une brève conclusion. Nous allons commencer par Le tissu osseux est un tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il comporte une substance fondamentale amorphe dans laquelle baignent des cellules et des fibres. Comme tous les tissus conjonctifs, il est d'origine mésenchymateuse. Mais c'est un tissu conjonctif particulier et spécialisé, car la substance fondamentale y est volumétriquement prépondérante et qu'elle est minéralisée, calcifiée. Cette imprégnation de sels minéraux cristallisés la rend rigide et imperméable et fait du tissu osseux l'un des tissus les plus durs de l'organisme. De plus, contrairement au tissu cartilagineux, le tissu osseux est vascularisé et innervé, et il est soumis à un remaniement constant lors de la croissance du squelette, mais aussi à tout instant par le remodelage osseux qui permet l'adaptation aux contraintes et la réorganisation du tissu osseux. Le tissu osseux participe à deux grandes fonctions, mécaniques et métaboliques. Concernant les fonctions mécaniques, le tissu osseux entre dans la composition des os qui assure le soutien de l'organisme et participe à la fonction de locomotion par l'insertion des muscles et des tendons. Les os assurent aussi la protection des organes vitaux. Par exemple, la cage thoracique protège le cœur et les poumons, la boîte crânienne protège l'encéphale. En ce qui concerne les fonctions métaboliques, le tissu osseux joue un rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique. Il représente le principal réservoir d'ions minéraux de l'organisme, renfermant près de 99% du calcium, 88% du phosphore, 80% des carbonates et 50% du magnésium. En fonction des besoins, le tissu osseux stockera ces ions dans la fraction minérale de sa matrice extracellulaire ou les libérera. Le tissu osseux participe. Il est très important de bien distinguer l'os et le tissu osseux. L'os est une association fonctionnelle de différents tissus. Il est ainsi constitué à 25% de tissu osseux, à 60% de moelle. Les espaces conjonctivo-vasculaires représentent 5%, le périoste, l'endoste et le cartilage articulaire, 10%. Il est très important de... Nous allons à présent voir les différents constituants du tissu osseux. Nous allons à présent voir, comme tout tissu conjonctif, le tissu osseux est constitué de cellules et d'une matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire du tissu osseux comporte une matrice organique et une phase minérale. Le tissu osseux contient des cellules appartenant à deux lignées différentes, la lignée ostéoblastique et la lignée ostéoclastique. Comme tout tissu conjonctif, la lignée ostéoblastique renferme des cellules les moins différenciées vers les cellules les plus différenciées, les cellules bordantes, qui sont des cellules quiescentes, les ostéoblastes, responsables de la formation et de la minéralisation de la matrice organique du tissu osseux, et les ostéocytes. Cette lignée
est d'origine mésenchymateuse. Elle provient de cellules souches localisées à la surface de l'os et communes aux fibroblastes, chondrocytes, tendinocytes et adipocytes. La lignée les cellules bordantes de l'os sont situées à la surface de la matrice osseuse minéralisée où elles forment une monocouche. Elles tapissent la plupart des surfaces osseuses du squelette de l'adulte lorsque ces surfaces ne sont soumises ni à la formation ni à la résorption. Il s'agit de cellules aplaties, allongées, fusiformes, très peu épaisses, qui ne contiennent que peu de cytoplasme et d'organites intracellulaires, ce qui traduit une activité de synthèse réduite. Ce sont des cellules au repos, des cellules quiescentes, qui sont en phase G0 du cycle cellulaire. Les cellules bordantes de l'os sont soumises à un stimulus qui peut être soit de nature mécanique, une contrainte mécanique, soit une hormone, une cytokine ou un facteur de croissance et de différenciation. Les cellules bordantes peuvent être activées afin de proliférer et de se différencier en ostéoblastes. Les ostéoblastes forment une monocouche sur la surface osseuse, aux endroits où se fait la position osseuse. Ils sont en contact avec la fraction organique qu'ils synthétisent et sont alignés régulièrement à la manière d'un épithélium simple. Ils ne sont jamais inclus dans le tissu osseux. Les ostéoblastes forment une monocouche. Les ostéoblastes sont responsables de la synthèse des composants organiques de la matrice extracellulaire, appelée ostéoïde, et de sa minéralisation. Ils sont donc responsables de la construction osseuse. Les ostéoblastes, en microscopie optique, les ostéoblastes sont visibles sous forme de cellules cubiques d'environ 20 à 30 micromètres de diamètre. Les ostéoblastes possèdent toutes les caractéristiques de cellules possédant une activité de synthèse importante. Un noyau rond ou ovalaire, nucléolé, un cytoplasme basophile. Les contours cellulaires sont irréguliers car la cellule émet des prolongements qui s'enfoncent dans la matrice osseuse. En microscopie optique, la microscopie électronique permet de mettre en évidence un réticulum endoplasmique rugueux et des ribosomes libres abondants, un appareil de Golgi juxtanucléaire, des mitochondries, des lysosomes. La microscopie, le pôle sécréteur des ostéoblastes, contient de nombreux et fins prolongements cytoplasmiques cheminant dans l'ostéoïde et allant au contact de prolongements identiques venant d'autres ostéoblastes ou des ostéocytes. À l'extrémité de ces prolongements se positionnent des systèmes de type jonction communicante ou jonction gap. Le pôle sécréteur des ostéoblastes. Les ostéoblastes sont responsables de la synthèse de la fraction organique de la matrice osseuse, dénommée ostéoïde, et de sa minéralisation, grâce notamment à la présence d'une enzyme, la phosphatase alcaline. Attention, la position osseuse s'effectue uniquement à la surface d'une matrice organique préexistante. Les ostéoblastes ont aussi un rôle essentiel dans la régulation du remodelage osseux, de façon directe en sécrétant des enzymes protéolytiques et de façon indirecte en synthétisant des substances agissant sur les ostéoclastes. Les ostéoblastes possèdent ainsi
de nombreux récepteurs à des hormones, cytokines et facteurs de croissance et de différenciation. Les ostéoblastes, par exemple, ils possèdent des récepteurs qui vont lier des facteurs induisant la position et freinant la résorption, comme les œstrogènes, les TGF-bêta et les BMP. Des récepteurs qui vont lier des facteurs stimulant la résorption osseuse, comme l'hormone parathyroïdienne et la vitamine D3. Par exemple, les ostéoblastes synthétisent le MCSF ou CSF1 qui intervient dans la maturation et la différenciation des ostéoclastes, ainsi que le RANK ligand et son antagoniste, l'ostéoprotégérine, qui vont agir sur le récepteur spécifique respectifs situés sur les ostéoclastes. L'équilibre entre la production du RANK ligand et de l'ostéoprotégérine détermine l'équilibre entre la résorption et la position osseuse. Les ostéoblastes synthétisent. Le devenir des ostéoblastes peut se faire selon 3 voies. Une transformation en ostéocytes en s'entourant complètement de matrices extracellulaires, une mise au repos sous la forme de cellules bordantes tapissant les surfaces osseuses, ou une mort cellulaire par apoptose. Le devenir des Les ostéocytes, comme nous l'avons dit, sont issus de la différenciation terminale des ostéoblastes. La matrice organique formée par les ostéoblastes les entoure progressivement. Ils vont y être piégés et terminer leur différenciation en ostéocytes contenus au sein d'une logette ou ostéoplaste dans la matrice minéralisée, tout en gardant leur liaison avec les ostéoblastes restés en surface grâce à l'établissement de jonctions communicantes. Les ostéoplastes sont reliés entre eux par de fins canalicules. Les ostéocytes, en microscopie optique, les ostéocytes ont une forme étoilée car ils possèdent de nombreux et fins prolongements cytoplasmiques contenus dans les canalicules et liés aux autres ostéocytes par des jonctions communicantes qui ne sont visibles qu'en microscopie électronique. En microscopie optique, la microscopie électronique montre aussi que les ostéocytes possèdent un réticulum endoplasmique rugueux et un appareil de Golgi réduit par rapport à ceux des ostéoblastes actifs, traduisant une capacité de synthèse réduite des ostéocytes par rapport à celle des ostéoblastes. La microscopie électronique, les ostéocytes participent au maintien de la matrice osseuse par une petite activité de synthèse. Ils participent aussi à la régulation du remodelage osseux en jouant un rôle de mécanorécepteur. En effet, ils interagissent avec les fibres de collagène qui tapissent la paroi de l'ostéoplaste par l'intermédiaire de molécules de type intégrine. Ils perçoivent ainsi les variations de contraintes mécaniques qu'ils transmettent aux autres ostéocytes et aux ostéoblastes situés à la surface de la matrice osseuse grâce aux jonctions communicantes. Ils jouent aussi un rôle dans la régularisation des échanges ioniques et dans le maintien de l'équilibre phosphocalcique. Les ostéocytes participent. Les ostéocytes ne se divisent pas.
Ils peuvent persister pendant plusieurs dizaines d'années. Pourvu que la vascularisation continue, ils meurent sur place. Les ostéocytes Nous allons à présent décrire la lignée ostéoclastique. La lignée ostéoclastique a une origine différente de celle de la lignée ostéoblastique, puisqu'elle provient d'un précurseur d'origine hématopoïétique, commun à la lignée granulocytaire, le GM-CFU, qui est à l'origine de deux précurseurs, le GCFU et le MCFU. Sous l'action du MCSF ou CSF1, les MCFU qui naissent dans la moelle migrent dans le sang sous la forme de promonocytes, puis de monocytes, qui, au niveau du tissu osseux, se différencient en pré-ostéoclastes. Les pré-ostéoclastes fusionnent ensuite en ostéoclastes. L'expression du récepteur RANK sur les pré-ostéoclastes et les ostéoclastes permet de lier le RANK ligand, qui est l'acteur principal de la différenciation des ostéoclastes. Les ostéoclastes sont observables groupés dans les zones de dégradation ou de résorption du tissu osseux. En microscopie optique, les ostéoclastes apparaissent comme des cellules de grande taille, de 50 à 100 micromètres de diamètre, plurinucléées, elles peuvent posséder de 4 à plus de 10 noyaux. Les ostéoclastes ont une forme de dôme où se localisent les noyaux. Les ostéoclastes, en regard de la matrice minéralisée, de nombreux replis de leur membrane plasmique forment une bordure en brosse formée par des microvillosités irrégulières. Autour et en périphérie de la bordure en brosse, les cellules se lient à la matrice osseuse par l'intermédiaire d'intégrines de type alpha-V bêta-3 en particulier, délimitant une zone étanche appelée la chambre de résorption. En regard de la matrice minéralisée, la microscopie électronique montre que les ostéoclastes contiennent l'ensemble des organites indispensables à leur fonction de résorption du tissu osseux. De nombreuses mitochondries, plusieurs appareils de Golgi, peu de réticulum endoplasmique, des vésicules de pinocytose et d'abondantes vésicules lysosomales contenant des enzymes, dont la collagénase, des enzymes protéolytiques, des phosphatases, dont la TRAP, dont la mesure d'activité est utilisée comme indicateur de la résorption osseuse. La microscopie électronique. Le processus de résorption osseuse fait intervenir de nombreuses pompes à protons membranaires nécessitant de l'énergie sous forme d'ATP et les enzymes lysosomales. Sous l'action d'une anhydrase carbonique cytosolique, des protons sont produits et expulsés sous la bordure en brosse par les pompes à protons membranaires. Ceci contribue à la formation d'un milieu à pH acide dans la chambre de résorption, induisant la dissolution de la phase minérale et favorisant l'activité des enzymes protéolytiques lysosomales. Ceci entraîne la formation d'une lacune dans le tissu osseux, la lacune de Hauship. Le processus de résorption osseuse
fait intervenir de nombreuses pompes à protons membranaires nécessitant de l'énergie sous forme d'ATP et les enzymes lysosomales. Sous l'action d'une anhydrase carbonique cytosolique, des protons sont produits et expulsés sous la bordure en brosse par les pompes à protons membranaires. Ceci contribue à la formation d'un milieu à pH acide dans la chambre d'eau. La durée de vie des ostéoclastes est d'environ 12 jours. Ils meurent ensuite par apoptose. La durée de vie des ostéoclastes, la matrice extracellulaire du tissu osseux comporte, nous l'avons dit, une matrice organique et une phase minérale. Nous avons vu que la matrice organique, l'ostéoïde, est synthétisée par les ostéoblastes. Elle est composée de fibres et d'une substance fondamentale. La matrice les fibres constituent la majeure partie de l'ostéoïde, 90 à 95%. Ce sont essentiellement des fibres de collagène de type 1 à 80%. Le collagène de type 3 ne représente que 10% environ du collagène total du tissu osseux et les collagènes 4 et 7, 5%. Il n'y a pas de collagène de type 2 ni de fibres élastiques. Les fibres sont disposées en fibrilles ou faisceaux d'orientation et de disposition variables, car modelées par les lignes de force qui s'appliquent à l'os. En général, les fibres de collagène sont parallèles entre elles dans une même lamelle osseuse. Les fibres constituent la substance fondamentale se caractérise par sa faible teneur en eau, 50%. C'est le tissu le moins hydraté de l'organisme. Elle contient surtout des protéoglycanes, fibromodulines, biglycans, décorines et de très nombreuses protéines. La substance fondamentale, ostéonectine et ostéocalcine, intervenant dans la minéralisation, ostéopontine, reliant les ostéoclastes à la matrice osseuse, enzymes, facteurs de croissance, TGF-bêta, BMP, et molécules de signalisation participant aux communications intercellulaires osseuses et régulant les activités biologiques de ces dernières, à savoir remodelage du tissu osseux, métabolisme phosphocalcique. Les molécules synthétisées par les ostéoblastes varient en fonction de leur degré de différenciation. Ostéonectine et La phase minérale est constituée de cristaux d'hydroxyapatite formés par du phosphate de calcium cristallisé et visible en microscopie électronique entre et à l'intérieur des fibres de collagène sous la forme de petites aiguilles hexagonales denses aux électrons. Ces cristaux constituent 70% du poids sec de la matrice osseuse minéralisée. Grâce à leur périodicité, les fibres de collagène participent à l'orientation des cristaux d'hydroxyapatite. Les ions calcium et phosphate, situés en surface des cristaux, participent à des échanges rapides avec le liquide interstitiel et donc avec le courant sanguin. La minéralisation de la matrice osseuse rend compte de la dureté de l'os. Cependant, ce n'est pas le tissu le plus minéralisé puisqu'il s'agit de l'ivoire, dentine, et de l'émail dentaire. La phase minérale est... Nous allons à présent voir la classification des tissus osseux. On distingue deux types de tissus osseux
en fonction de l'organisation du collagène au sein de la matrice osseuse. Le tissu osseux réticulaire ou non lamellaire et le tissu osseux lamellaire. On distingue le tissu osseux réticulaire ou non lamellaire est un tissu osseux primaire faiblement minéralisé. Il est caractérisé par une trame collagénique orientée dans toutes les directions, sans orientation privilégiée, donnant à l'os primaire un aspect d'os tissé en microscopie optique en lumière polarisée. Il est donc mécaniquement fragile. On observe un grand nombre d'ostéocytes dans les ostéoplastes dispersés au sein de la matrice minérale. La substance fondamentale est moins minéralisée que celle du tissu osseux lamellaire. Elle paraît moins dense au rayon X. Le tissu osseux réticulaire ou non. Ce tissu osseux se rencontre chez le fœtus au niveau des ébauches osseuses au cours du processus d'ossification et persiste chez l'adulte uniquement au niveau des osselets de l'oreille moyenne. On le trouve également dans les néoformations osseuses pathologiques comme les cales de fracture. Dans le reste des os, il sera remplacé par du tissu osseux lamellaire et sera donc provisoire. Le tissu osseux lamellaire est un tissu osseux secondaire formé à partir du tissu osseux primaire. Il est constitué de fibres de collagène parallèles formant des lamelles. Il est mécaniquement solide. Le tissu osseux lamellaire, il en existe deux types. Le tissu osseux lamellaire aversien ou compact ou cortical. Il en existe deux types. Le tissu osseux lamellaire aversien ou compact ou cortical. Il en existe deux types. Le tissu osseux lamellaire aversien ou compact ou cortical. Il en existe deux types. Le tissu osseux lamellaire aversien ou compact ou cortical. Dans les os longs, le tissu osseux compact s'observe principalement au niveau diaphysaire et délimite la pièce osseuse. Le tissu osseux spongieux a une localisation plus centrale. On le retrouve au niveau des épiphyses et des métaphyses des os longs. Dans les os longs, les os courts et plats ont la même organisation mais avec une prédominance de tissu osseux spongieux. Dans les os plats, le tissu osseux spongieux forme le diploé et le tissu osseux compact forme les tables internes et externes. Les os courts et plats, le tissu osseux aversien ou compact est principalement constitué d'ostéones ou système de Havers, en forme de cylindre de 100 micromètres à 1 mm de diamètre et de plusieurs millimètres de long. Chaque ostéone est bordé par une ligne sémentante et constituée d'environ 4 à 20 lamelles osseuses cylindriques, concentriques, de 3 à 7 micromètres d'épaisseur, disposées autour d'un canal central, le canal de Havers. Le tissu osseux aversien. Le canal de Havers est de diamètre variable, de 20 à 100 micromètres. Il est orienté de façon parallèle à la cavité médulaire et contient un capillaire sanguin et un filet nerveux amyélinique enrobé d'un peu de tissu conjonctif lâche. Lorsque le tissu osseux n'est soumis ni à apposition ni à résorption, les canaux de Havers sont tapissés
par des cellules bordantes. Le canal de Havers, dans les lamelles superposées, les fibres de collagène sont arrangées parallèlement selon une direction qui se modifie de 90 degrés dans chaque lamelle successive, conférant une solidité optimale au tissu osseux tout en conservant un certain degré de flexibilité. Dans les lamelles superposées, entre les lamelles, se situent les ostéoplastes contenant le corps cellulaire des ostéocytes, les prolongements cytoplasmiques de ces cellules étant contenus dans les canalicules. Les canalicules dessinent un réseau intercommunicant. Ils s'ouvrent dans le canal de Havers. Au sein de chaque ostéone, les ostéocytes communiquent par l'intermédiaire de jonctions gap. Les prolongements des ostéocytes ne traversent pas la ligne sémentante. Entre les lamelles, entre les ostéones se trouvent des lamelles osseuses constituant les systèmes interstitiels. Ils sont composés de lamelles provenant d'ostéones anciens, détruits. Entre les ostéones se trouvent des lamelles osseuses constituant les systèmes interstitiels. Ils sont composés de lamelles provenant d'ostéones anciens, détruits. Entre les ostéones se trouvent des lamelles osseuses constituant les systèmes Les canaux de Havers sont reliés entre eux avec la cavité médulaire et avec la surface de l'os par des canaux transversaux ou obliques, les canaux de Volkmann, de diamètre plus grand que celui des canaux de Havers et qui ne sont pas entourés de lamelles concentriques. Lorsque le tissu osseux n'est soumis ni à apposition ni à résorption, ils sont tapissés par des cellules bordantes. Les canaux de Havers, en périphérie, le tissu osseux compact est limité par des lamelles osseuses concentriques d'origine périostique, réalisant le système fondamental externe. Ces lamelles sont traversées par les vaisseaux sanguins et les nerfs provenant de l'enveloppe externe, le périoste. Les lamelles les plus internes sont interrompues par les ostéones. Un système fondamental interne borde de façon similaire la partie interne de l'os cortical. Il est limité par une rangée de cellules bordantes et il est percé de petits trous correspondant aux embouchures des canaux de Volkmann dans la cavité médulaire. En périphérie, en ce qui concerne le tissu osseux non haversien ou spongieux ou trabéculaire, celui-ci est formé par un lacis tridimensionnel de spicules ou trabécules de tissu osseux ramifiés et anastomosés. Les trabécules sont constitués par du tissu osseux lamellaire, les lamelles étant orientées selon le grand axe de la travée. Au sein des trabécules se trouvent des ostéocytes dans leur ostéoplaste, reliés aux ostéoblastes et ostéocytes par leur prolongement situés dans les canalicules. Des cellules bordantes sont situées à la surface des trabécules. En ce qui concerne le tissu, les trabécules délimitent un labyrinthe d'espaces intercommunicants occupés par de la moelle osseuse et des vaisseaux. Le tissu osseux spongieux constitue ainsi des niches où le micro-environnement est favorable à la production des éléments figurés du sang.
les trabécules, nous allons à présent voir les enveloppes associées au tissu osseux. Nous allons à présent, sauf au niveau des surfaces articulaires où se trouvent les cartilages articulaires et aux endroits d'insertion des muscles et des ligaments, les os sont entourés par une enveloppe externe ou périoste, une enveloppe interne ou endoste. Sauf au niveau des surfaces, le périoste est constitué par une couche externe de tissu conjonctif fibreux, vascularisé et innervé, appelé aussi feuillet stérile, une couche interne, appelée aussi feuillet fertile, contenant les cellules ostéoprogénitrices. Ce tissu apporte les cellules mésenchymateuses à l'origine de la lignée ostéoblastique et est à l'origine du système fondamental externe. Le périoste est constitué. L'endoste tapisse la cavité médulaire ainsi que les cavités de l'os spongieux. C'est un tissu conjonctif lâche formant une fine membrane. Il contient lui aussi des cellules mésenchymateuses à l'origine de la lignée ostéoblastique. Il est difficilement observable car remanié par des activités ostéoblastiques et ostéoclastiques. Il est à l'origine du système fondamental interne. L'endoste tapisse ces enveloppes, et en particulier le périoste, participe à la croissance en épaisseur de la pièce osseuse et joue un rôle important lors de la réparation suite à une fracture, par exemple. Ces enveloppes, nous allons à présent voir l'histogénèse du tissu osseux en commençant par sa formation, puis nous verrons le remodelage osseux. Nous allons à présent voir l'histogénèse. La formation du tissu osseux, quelle que soit sa variété ou la période considérée, implique une mise en place en 2 étapes. La sécrétion d'une matrice organique, l'ostéoïde, suivie par sa minéralisation. La formation du tissu osseux, la position osseuse, se fait toujours dans une zone où préexiste soit un tissu conjonctif très riche en collagène, ossification de membrane pour la formation des os plats, ossification périostique pour la formation de la diaphyse des os longs, soit du cartilage pour ce qui concerne l'ossification enchondrale, appelée aussi ossification endochondrale. Il s'agit alors dans tous les cas d'une ossification primaire. La position osseuse se fait toujours dans une zone où préexiste soit un tissu conjonctif très riche en collagène, ossification de membrane pour la En ce qui concerne l'ossification secondaire, la résorption et la construction osseuse s'effectuent en même temps au cours du développement et de la croissance osseuse, mais aussi à un degré moindre tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Ces 2 activités, opposées mais complémentaires, conduisent au maintien de la masse osseuse et permettent au tissu osseux de remplir son rôle métabolique, libération ou stockage des sels minéraux, et son rôle de soutien, adaptation architecturale au changement de contraintes mécaniques. En ce qui concerne la formation du tissu osseux, celle-ci se fait principalement, nous l'avons vu, par les ostéoblastes et accessoirement par les ostéocytes. La formation du tissu osseux est donc liée à la prolifération des ostéoblastes
qui dépend d'une stimulation de la division de leurs précurseurs, les cellules souches mésenchymateuses. Ces cellules souches sont localisées dans le stroma médulaire de l'os et dans la couche interne du périoste et de l'endoste. La différenciation des ostéoblastes est contrôlée par de nombreux facteurs. Des facteurs de croissance et de différenciation, de nombreux membres de la famille des BMP et les TGF-bêta régulent le développement embryonnaire et la différenciation des ostéoblastes, les TGF-bêta ayant un fort effet mitogène. Cette différenciation peut aussi être contrôlée par des hormones. Les œstrogènes et la progestérone ont aussi un effet mitogène. Celle-ci se fait La formation du tissu osseux s'effectue par un processus d'apposition successive. Les ostéoblastes se disposent côte à côte en rangées unicellulaires contre la travée en voie de formation. Ils sécrètent la substance préosseuse ou substance ostéoïde sous la forme d'un liseré préosseux qui les sépare peu à peu de la travée. Le liseré apparaît sous la forme d'une couche claire. Certains ostéoblastes libèrent à un moment donné la substance préosseuse sur tout le pourtour de la cellule et pas uniquement du côté de la travée en formation. Ils se trouvent alors inclus dans le tissu osseux et deviennent des ostéocytes. Dans le même temps, de nouveaux ostéoblastes se différencient, ce qui compense la disparition des ostéoblastes par transformation en ostéocytes ou par apoptose. Au bout d'une dizaine de jours, la substance préosseuse se minéralise. Cela se marque par l'apparition d'un front de calcification du côté du tissu osseux. C'est là que précipitent les premières molécules d'hydroxyapatite. On distingue ainsi, au niveau du tissu osseux en formation, 3 couches. Une assise d'ostéoblastes, un liseré de substances préosseuses et le tissu calcifié séparé du précédent par le front de calcification qui est une ligne plus ou moins sinueuse. Le processus de minéralisation est un processus complexe faisant intervenir à la partie basale des ostéoblastes de petites vésicules provenant de la membrane plasmique contenant une fraction de cytoplasme et dénommée vésicule matricielle. Le contenu de ces vésicules est enrichi en phosphatase, notamment en phosphatase alcaline et en pyrophosphatase. Les ions calcium et phosphate précipitent et se déposent dans ces vésicules sous la forme de cristaux d'hydroxyapatite. Les dépôts minéraux s'accentuent et les plages minéralisées croissent par un processus appelé accrétion jusqu'à confluence, où la matrice organique est complètement minéralisée. Les fibres de collagène interviendraient en faisant précipiter des molécules de phosphate de calcium en regard des intervalles séparant les molécules de tropocollagène. On distingue ainsi au niveau. Maintenant, nous allons voir le remodelage osseux. Maintenant, le tissu osseux est un tissu dynamique, en permanence synthétisé et résorbé sous l'action de contraintes mécaniques, d'hormones et de facteurs locaux. Cette activité constante permet le remodelage osseux qui, bien que présent dès la formation de l'os, est surtout présent au niveau de l'os adulte. Ce remodelage permanent a 3 rôles.
Il permet le renouvellement du tissu osseux afin de pallier le vieillissement des ostéocytes dans les ostéoplastes, de modifier l'architecture du tissu osseux en fonction des contraintes mécaniques auxquelles il est soumis, le contrôle de l'homéostasie phosphocalcique, car la résorption permet la recirculation du calcium et du phosphore stockés dans la matrice extracellulaire. Le tissu osseux est un tissu dynamique. Les principaux facteurs de régulation du remodelage osseux sont d'ordre mécanique et moléculaire. Les contraintes mécaniques auxquelles est soumis le tissu osseux sont perçues par les ostéocytes, qui, je vous le rappelle, jouent un rôle de mécanorécepteurs. Les ostéocytes vont transmettre ces informations aux ostéoblastes et aux cellules bordantes situées sur la surface osseuse. En retour, ces cellules vont induire une stimulation de l'apposition et ou de la résorption osseuse, permettant d'adapter l'organisation du tissu osseux aux contraintes mécaniques. Le tissu osseux sera ainsi modelé suivant les contraintes des tissus de voisinage. Par exemple, formation de tubérosité osseuse au niveau des insertions des tendons ou de gouttières pour loger les artères. Les principaux facteurs de régulation du remodelage osseux sont d'ordre mécanique et moléculaire. Les contraintes mécaniques auxquelles est soumis le tissu osseux sont perçues par les ostéocytes, qui, je vous le rappelle, jouent un rôle de mécanorécepteurs. Les ostéocytes vont. L'hormone parathyroïdienne ou PTH stimule essentiellement la résorption osseuse par une action indirecte sur les ostéoclastes par l'intermédiaire des ostéoblastes. La PTH stimule les ostéoblastes qui possèdent des récepteurs à la PTH sur leur membrane plasmique. Les ostéoblastes produisent alors ce qu'on appelle des effecteurs secondaires, interleukine 6 et CSF1 en particulier, qui agissent localement sur des récepteurs situés sur les ostéoclastes et leurs précurseurs. La PTH a donc une action hypercalcémiante. L'hormone, la calcitonine, synthétisée par les cellules C de la thyroïde, a une action directe sur les ostéoclastes. Sa liaison à son récepteur, situé sur la surface des ostéoclastes, inhibe la résorption osseuse. La calcitonine a donc une action hypocalcémiante. La calcitonine. La plupart des systèmes de régulation du remodelage osseux affectent une triade d'effecteurs terminaux appartenant à la famille du TNF et de ses récepteurs. Nous en avons déjà parlé, ce sont l'OPG, le RANK et le RANK ligand. L'OPG et RANK ligand sont produits essentiellement par les ostéoblastes et leurs précurseurs. RANK, le récepteur de RANK ligand, est situé à la surface des ostéoclastes. Alors que RANK ligand stimule la différenciation et l'activation des ostéoclastes, l'OPG, au contraire, inhibe la fixation de RANK ligand sur son récepteur RANK et donc les activités biologiques de RANK ligand. L'OPG est un antagoniste de RANK ligand. La plupart des systèmes de régulation entre deux phases de résorption osseuse se situe une phase de quiescence. La matrice osseuse
non soumise à formation ou à résorption, est recouverte de cellules bordantes, issues des cellules souches mésenchymateuses qui vont empêcher l'accès des ostéoclastes à la matrice osseuse. Entre deux, le remodelage s'effectue grâce à des unités multicellulaires de remodelage qui sont temporaires. On les appelle les BMU, où les ostéoclastes et les ostéoblastes sont étroitement associés. Le remodelage s'effectue grâce à des unités multicellulaires de remodelage qui sont temporaires. On les appelle les BMU, où les ostéoclastes et les ostéoblastes sont étroitement associés. Le remodelage s'effectue grâce à des unités multicellulaires de remodelage qui sont temporaires. On les appelle les BMU, ou les ostéoclastes. La séquence de remodelage osseux débute sous l'influence d'un signal initiateur qui peut prendre plusieurs formes. Nous l'avons déjà vu. Mécanique, des contraintes engendrant des altérations du tissu osseux qui vont être captées par les ostéocytes et transmises aux ostéoblastes. Hormonale ou locale, l'hormone parathyroïdienne, la vitamine D3 ou la prostaglandine E2 promeuvent la résorption osseuse en réponse à des changements dans l'homéostasie phosphocalcique. Cette séquence de remodelage se divise en 4 phases successives ou séquences ARIF pour activation, résorption, inversion et formation. La séquence de remodelage lors de la phase d'activation, sous l'action des facteurs pro-résorbants, les cellules bordantes se rétractent et libèrent l'accès aux ostéoclastes. Les ostéoblastes avoisinants vont sécréter notamment le MCSF ou CSF1 et du rank ligand qui vont se fixer sur leurs récepteurs respectifs. Le récepteur au CSF1 et le rank situés sur les précurseurs des ostéoclastes, induisant ainsi leur prolifération et leur fusion. Dans le même temps, la production par les ostéoblastes de l'antagoniste du rank ligand, l'ostéoprotégérine, est diminuée. L'équilibre entre la production du rank ligand et de l'ostéoprotégérine, qui détermine l'équilibre entre résorption et apposition osseuse, est en faveur de la résorption. Lors de la phase d'activation, toujours sous l'influence des facteurs pro-résorbants, les ostéoblastes sécrètent des enzymes protéolytiques qui vont dégrader la matrice non minéralisée qui se trouve à la surface de la matrice osseuse, exposant ainsi des motifs sur lesquels les intégrines de type alpha-V bêta-3 des ostéoclastes vont pouvoir s'attacher et former les chambres de résorption. Nous avons vu le mécanisme de la résorption osseuse avec la description de la fonction des ostéoclastes. Toujours sous l'influence lors de la phase d'inversion, les ostéoblastes sont recrutés à partir des cellules bordantes. Nous avons vu ceci au début du cours. Lors de la phase d'inversion, les ostéoblastes sont recrutés à partir des cellules bordantes. Nous avons vu ceci au début du cours. Lors de la phase d'inversion, lorsqu'une quantité égale d'os résorbés a été remplacée, le cycle de remodelage s'arrête. Lorsqu'une quantité égale d'os résorbés a été remplacée, le cycle de remodelage s'arrête. Lorsqu'une quantité égale d'os résorbés a été remplacée, le cycle de remodelage s'arrête.
Lorsqu'une quantité égale d'os résorbés a été remplacée, le cycle de remodelage s'arrête. Lorsqu'une quantité égale d'os résorbés a été remplacée, le cycle de remodelage s'arrête. Lorsqu'une quantité égale Différentes atteintes du tissu osseux peuvent se voir en pathologie. Ainsi, une chute du taux d'œstrogène au cours de la ménopause peut être responsable d'une perte accélérée de la densité minérale osseuse due à une activation de l'activité de résorption et une réduction des activités d'apposition osseuse. Ce déséquilibre conduit à l'ostéoporose. Les différents constituants du tissu osseux peuvent faire l'objet de pathologies. Par exemple, une dérégulation de la synthèse du collagène due à une mutation dans un des gènes codant les chaînes polypeptidiques du collagène de type 1 conduit à une fragilisation du tissu osseux et à une maladie rare, l'ostéogenèse imparfaite, appelée aussi maladie des os de verre. De même, il existe des pathologies liées à des anomalies du remodelage osseux. L'ostéopétrose, ou maladie des os de marbre, est due à un défaut de fonctionnement des ostéoclastes présents dès la vie in utero et conduisant à une mort rapide. La maladie de Paget touche l'os adulte et correspond à un remodelage osseux trop important, conduisant à des déformations osseuses. Ainsi, une carence en somatotrophine, hormone de croissance, pendant l'enfance, entraîne un anisme. Un excès, avant la fermeture des cartilages de conjugaison, entraîne un gigantisme. Chez l'adulte, un excès entraîne une acromégalie, c'est-à-dire un épaississement des os de la face. Les hormones sexuelles, œstrogènes et androgènes, induisent la fusion des épiphyses. En cas de développement sexuel précoce, la maturation squelettique est accélérée et la croissance arrêtée. Chez le sujet âgé, le déclin de la sécrétion hormonale perturbe l'équilibre entre formation et résorption, ce qui entraîne une fragilisation du tissu osseux. Une carence en vitamine D chez les enfants peut conduire au rachitisme, consistant en une désorganisation des chondrocytes des cartilages de conjugaison et la présence d'os incomplètement calcifiés. Les os se déforment et ceci se traduit par une incurvation des membres inférieurs. Enfin, une carence en vitamine C provoque un retard de croissance et de la consolidation des fractures. Une carence en somatotrophine. En conclusion, le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé qui assure deux types de fonctions, mécaniques et métaboliques. Cependant, ces deux fonctions sont antagonistes car lorsque du calcium est libéré, le tissu osseux se fragilise. Néanmoins, les fonctions métaboliques restent toujours prioritaires par rapport aux fonctions mécaniques et le remodelage osseux permanent permet, dans des conditions normales, d'assurer un équilibre entre les deux. Le tissu osseux